Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue à notre troisième table ronde organisée dans le cadre du mois de l'innovation publique au département invité, experts et praticiens de l'innovation publique. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un aspect très précis qui est celui de l'évolution des pratiques managériales pour accompagner cette innovation publique. On parle de remplacer le système hiérarchique pyramidal par une organisation où chaque collaborateur est responsable de son périmètre d'action. On parle aussi de remplacer le modèle de décision descendant unique par des modèles plus souples, décentralisés et où chacun a une voix et où chaque voix a le même poids. Aussi en termes de rôle et non plus en termes de poste, mais c'est aussi permettre à une institution finalement de s'auto-organiser. Et comment apprendre à travailler ensemble, comment apprendre à briser les approches par silo? Est-ce que l'innovation managériale s'applique au service public? C'est le sujet de notre causerie de ce jour. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Michaël Lebon, Hélène Clos et François Badenès. Là, je vous propose qu'on commence par regarder ensemble l'émergence. Où est-ce que ça commence, cette notion d'innovation managériale? Et ma première question est à vous, François. Comment est née cette notion d'innovation managériale? Comment en est-on arrivé à en parler? Par le bon sens, je crois. C'est tout simplement parce qu'on s'est aperçu qu'à un moment donné, les modèles d'organisation du travail à la papa, et notamment basés sur l'organisation tayloriste qui a inspiré tout le 19e et le 20e, sont plus très adaptés à la complexité du monde. Et que, en fait, aujourd'hui, les modèles basés plutôt sur le contrôle, l'hyper-contrôle, le management du risque, etc., sont complètement à bout de souffle et totalement inadaptés à la situation pour gérer la complexité. Donc, on a besoin de plus de souplesse, plus d'agilité. Et finalement, avant de parler d'innovation managériale, ça fait 150 ans que des sociologues nous parlent d'innovation sociale. Voilà, je ne crois pas au métamodèle, je crois au bon sens et je crois à toutes les petites victoires qu'on peut remporter dans les organisations pour libérer la créativité des collaborateurs. Et pour moi, le vrai enjeu, c'est ça. C'est plutôt libérer les ressources vives, l'énergie des collaborateurs, l'envie de faire, et notamment dans le secteur public, que je regarde avec beaucoup d'affection pour y avoir travaillé moi-même 15 ans en collectivité locale et dans une petite start-up qui s'appelle l'Assistance publique hôpitaux de Paris, qui est très très souple, comme chacun sait. Voilà, moi je crois qu'on peut aujourd'hui, et qu'il est absolument fondamental pour le service public, pour travailler sa marque employeur, de remettre un peu de souplesse, de bon sens et d'innovation sociale et managériale dans l'organisation. On va voir, j'imagine, par la suite comment ça peut se faire. Attention en tout cas aux métamodèles. Je travaille beaucoup dans l'économie sociale. Si tous les métamodèles fonctionnaient depuis le temps, on serait déjà tous éco-responsables et tout serait déjà merveilleux. Donc, c'est évidemment un petit peu plus complexe que les métamodèles. Merci François. Hélène, vous avez été, je dirais pas au bout, parce que je pense qu'on n'arrive pas au bout d'une démarche, mais vous avez bien avancé. Quelle recommandation donneriez-vous à un département, un territoire qui souhaite se lancer? Par où commencer quand on veut innover dans son management? Par là où ça gratte, c'est-à-dire par là où c'est désagréable, vous dites tout le temps, oh là là, ça marche pas, et éventuellement des petites choses. Moi, nous, on a commencé par nos réunions d'équipe, je l'ai dit, c'est un endroit où on se dit, oh là là, on y va à reculons, tout le monde sur son ordinateur directement, et je fais ses mails en parallèle, ou enfin voilà. Après, je caricature parce que je pense que chacun d'entre nous a essayé de faire de ces réunions d'équipe des temps de plus en plus intéressants, mais voilà, nous, ça a été notre point d'entrée. Et puis, je trouve intéressant aussi l'idée de régulièrement se poser et de se dire, tiens, où est-ce qu'on en est, ce processus de capitalisation qu'on ne sait pas toujours bien faire quand on est dans l'expérimentation et dans l'essai, d'arriver à se dire, ça on a réussi, ça on a moins bien réussi, ça si c'était à refaire, on le ferait autrement, ça on garde. Et ça, je trouve que cette culture de la capitalisation, c'est quelque chose à intégrer de façon plus légère. Qui peut d'ailleurs passer je trouve dans les postures de management, c'est quelque chose qu'on a essayé de pas mal pousser nous, dans la culture du feedback. Et ça, c'est ce qui cultive le lien interpersonnel. C'est
Bravo, j'ai envie de t'encourager pour ça. Tiens, petite piste pour évoluer. Mais voilà, ça fait partie des choses que je trouvais intéressantes. Donc, le côté essayer sur les endroits où on sent qu'on a envie d'y aller, en fait, parce que c'est toujours coûteux de changer. Donc, autant que ce soit un endroit où ça me motive et où je sais que j'ai des gains à faire. Le côté persévérer, effectivement, persévérer en ayant appris. Il y a ce que je disais tout à l'heure sur la question des alliés, c'est vraiment se trouver des gens avec qui on a envie de bosser, qui nous stimulent, qui nous déplacent, etc. Alors, tant mieux si c'est parmi les collègues. Voilà, c'est les alliés. C'est le petit cercle que je montrais tout à l'heure. On est 3-4 équipes à avoir eu envie d'y aller, et c'est particulièrement fort d'échanger, notamment donc, entre managers aussi, pour se dire, voilà, ça, comment tu t'y prends, donc voilà, trouver des alliés. Et puis il y a ce côté formation, monter en compétences. Et je trouve que l'idée de dire que vous avez des gens en interne qui sont repérés comme des soutiens et qui ont cette capacité, en fait, ça a vraiment cet effet tache d'huile. Je me tourne une fois de plus vers vous, Michaël. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples d'évolution de pratique? Vous aviez commencé au sein du département. Ma question, elle va un peu au-delà. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est aussi le même cas pour répondre à la crise de l'attractivité des métiers de la fonction publique? Comment l'innovation managériale peut contribuer à redonner finalement de l'attractivité à ces métiers qui sont parfois en crise? Si je peux vous donner quelques exemples, parce que quand on parle d'innovation managériale, moi je l'ai connu avant, et bien évidemment, pour pouvoir le faire, il faut créer l'écosystème favorable. Et la création de l'écosystème favorable, bien sûr, passe par la formation des agents. Ça passe par aussi l'évolution des pratiques et surtout la mise à disposition de nouveaux outils. On a pris conscience, à mon niveau, je parle de mon niveau, moi j'ai pris conscience qu'il fallait tendre vers l'innovation managériale lors de la crise Covid. Du jour au lendemain, on a une bombe qui tombe sur la tête et nous devons réagir et maintenir, grosso modo, une relation de proximité, de qualité avec nos administrés. Donc, il fallait devenir agile. Et si on restait sur nos postures anciennes, malheureusement, on avait un manque de flexibilité. Voilà. Donc, on a commencé vraiment à réfléchir sur l'innovation managériale pendant cette période Covid. Et on a maintenu cette posture après cette période de Covid, et on a essayé justement de l'abonder avec des nouveaux outils, mais surtout, on a essayé de créer cet écosystème favorable à l'innovation managériale. Ce qui se passe aujourd'hui au département, bien sûr avec l'aide de nos collègues qui expérimentent de ces outils, c'est que on essaie d'intégrer l'innovation dans notre culture au quotidien, notre culture managériale au quotidien. Voilà. On travaille beaucoup sur nos postures. On essaie de prototyper, on va dire, des managers bienveillants qui vont générer ce management innovant en interne. L'objectif, comme on a dit tout à l'heure, c'est de travailler sur notre image, interne, externe. Avoir des agents bien dans leur peau, c'est avoir des agents efficients et un service de qualité. Ça, c'est clair. Et on doit aussi, à un moment donné, aussi travailler sur un équilibre, un juste équilibre entre les nouvelles générations, qui n'ont pas du tout le même sens au travail que les anciennes générations. Il faut trouver cet équilibre-là, ou bien il faut trouver les ingrédients pour pouvoir les fusionner et donner, on va dire, le meilleur d'eux-mêmes au travail. Donc, c'est vraiment cet écosystème qu'il faut créer, cet écosystème favorable. Et l'écosystème favorable passe par, bien sûr, des nouveaux outils, c'est sûr, mais aussi une adaptation, on va dire, un lâcher-prise des décideurs, de l'autorité. Ça, c'est clair. Il faut aussi nous laisser cette liberté de nous exprimer dans l'organisation, parce qu'il ne faut pas oublier que notre chef, ça reste quand même l'autorité territoriale. La chance que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons, on va dire, un président qui nous accompagne dans cette démarche. Merci Michaël pour ces bons mots. Merci François, merci Hélène pour vos interventions. Et allez, soyons tous ambassadeurs de la transformation publique. Ça se passera pas juste dans un coin, ça impliquera tout le monde. Merci à tous et à demain pour la dernière table ronde.